Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes porte de Versailles, Paris, deuxième journée du salon Batimat 2024 et nous attaquons la matinée en se posant une question, et cette question c'est est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de doubler la production de la construction bois? Avec mes invités pour en parler, Dominique Cottineau, bonjour. Bonjour Stéphane. Dominique, vous êtes délégué général de l'UICB. L'Union des industriels et constructeurs bois, 300 entreprises réparties sur toute la France, industrielles des produits de construction et de l'acte de construction en bois. Seule organisation professionnelle uniquement dédiée au bois construction. À côté de vous, Xavier Collin. Xavier, bonjour. Bonjour. Xavier, vous êtes consultant, vous avez votre cabinet de conseil qui s'appelle Rexilience. Qu'est-ce que c'est Rexilience? Après 15 ans passés dans l'industrie bois construction, Rexilience Conseil est né de mon envie de mettre mon engagement et mes compétences au service des acteurs de la filière constructive orientés vers la transition bas carbone, donc au travers de missions pour le développement de la construction bois hors site, bas carbone, la rénovation énergétique ou l'économie circulaire. À côté de vous, Julien Méa. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des membres fondateurs de Mètre Cube, enfin une des entreprises membres fondateurs de Mètre Cube. De quoi s'agit-il? Alors Mètre Cube, c'est une entreprise générale de construction bois qui a été créée par des charpentiers pour pouvoir répondre à la demande des maîtrises d'ouvrage de construire des bâtiments en bois bas carbone et d'être en direct du coup avec le concepteur. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors Mètre Cube, en tout, c'est 7 sociétés, donc 7 sites de production, plus de 500 salariés, dont 90 ingénieurs et un pôle tout corps d'État de 20 personnes. Alors, on va revenir après sur cette organisation. Xavier, c'est en échangeant avec vous qu'on a eu l'idée de cette émission. L'idée de se dire, est-ce que la construction bois aujourd'hui est capable de changer d'échelle, d'aller plus loin et est-ce qu'on doit est-ce qu'on peut doubler, on va dire, la production ou les volumes, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, mais et vous dites que c'est souhaitable et faisable. Alors, on va d'abord voir sur le souhaitable. Pourquoi c'est souhaitable? Oui, c'est souhaitable et faisable. Il y a de nombreuses études qui ont déjà été publiées sur le sujet. Donc, que ce soit en Europe ou en France, les organisations professionnelles, je pense au CEI Bois en Europe ou le comité stratégique de filière bois ici en France avec le plan Ambition Bois, FIBois avec les packs biosourcés, ça fait de nombreuses années qu'on est dans cette dynamique de dire il faut accélérer. L'ARE 2020 a démarré avec des analyses de cycle de vie. On sait que la filière et la France ne pourra pas assumer sa stratégie nationale bas carbone sans la filière bois. On le sait, les usages pérennes sont très souhaitables et elles sont mises en lumière par une étude récente de Carbone 4 qui, dans un scénario de convergence, invite à prélever 1,8 million de mètres cubes supplémentaires de bois d'œuvre pour la construction et la rénovation. Tout simplement parce que nous vivons dans un monde qui est en train d'aller vers 3 à 4 degrés de réchauffement. Et ça n'est absolument pas ni souhaitable, ni faisable. C'est faisable. Mais malheureusement, ça risque d'être faisable si on n'active pas ces leviers. Et quand on regarde la consommation de matériaux projetée à l'horizon 2050 dans le monde, Antonio Guterres appelle ça l'autoroute de l'enfer, c'est quand même doubler le prélèvement des ressources, jusqu'à arriver à 167 gigatonnes de matériaux de construction, dont 3/4 de cette masse de produits, c'est du béton. Ouais, précarboné. En fait, il y a un moment donné, si on ne fait pas une réelle substitution, on a besoin de tous les matériaux. L'idée n'est pas de remplacer, on sait très bien qu'on ne peut pas tout remplacer. Mais si on ne regarde pas réellement une substitution nette, donc prendre des parts de marché, rééquilibrer les parts de marché, on n'arrive pas à l'objectif de neutralité carbone. Donc il faut regarder l'amont, il faut regarder la capacité des entreprises, techniques, financières, humaines, pour réellement aller vers ce cap et le tenir, le mesurer, le tenir. Le mesurer, le tenir, vous êtes d'accord sur le diagnostic? Oui, bien vous sûr. voulez ajouter quelque chose? Tout à fait, c'est-à-dire qu'au-delà même de la substitution, et l'étude Carbone 4 que vous évoquiez montre bien le fléchage nécessaire de l'usage du bois dans le stockage dans le temps long, parce que c'est ce qui permettra aussi d'atteindre les objectifs de SNBC notamment, et autres plans pluriannuels de l'énergie et plan national d'adaptation au changement climatique. Parce que
la filière bois fait que lorsque l'on prélève, on renouvelle, on régénère. Et on a aussi besoin également de régénérer avec des essences qui vont pouvoir, elles aussi, mieux s'adapter au dérèglement climatique que des populations anciennes. Donc en fait, on est dans une boucle vertueuse qui fait que nécessairement, on va devoir construire avec beaucoup plus de bois. Et c'est l'appel lancé par la RE 2020, bien entendu. Voilà, vous êtes d'accord aussi sur ce diagnostic ou est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose? Oui, alors nous, on voit évoluer la construction bois depuis plusieurs années, donc c'est pour ça qu'on s'est associé pour répondre à la demande en hausse. On est tout à fait en phase pour répondre à la demande en hausse et pour ça, nous, on met les choses en commun. Parce qu'on est, malgré tout, on a une filière de PME, donc il faut pouvoir être soutenu par les appels à projets de l'État et aussi donc avoir la capacité financière et la capacité humaine de pouvoir répondre à la demande. D'accord. Donc on va y revenir hein, sur les appels à projets. Sur donc on a vu le souhaitable, hein, maintenant sur le faisable. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises, on va parler au niveau français, est-ce que les entreprises de construction bois français sont en capacité de répondre à une demande qui irait en s'accélérant dans le meilleur des mondes possible? Dominique. Mais il y a une particularité, on l'évoquait hier sur le plateau, dans la construction bois, qui fait appel à beaucoup de préfabrication ou de fabrication hors site. Donc on est sur des sites à dimension plus ou moins importante dans une échelle d'industrialisation, mais néanmoins cette notion de fabrication hors site permet ou peut permettre à beaucoup d'entreprises et d'industriels de travailler demain en 2/8, voire en 3/8, sans doubler ou tripler l'appareil même de production. Donc je pense qu'on a ce levier que l'on peut actionner, mais effectivement il faut qu'il y ait de la visibilité. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui sur le marché de la construction, mais lorsque on l'espère tous, on va revenir sur une trajectoire et une croisière normale, plus de visibilité pourra permettre d'augmenter les capacités de production. Xavier, allez-y Julien, et après Xavier. Ben, en effet, donc on a besoin de visibilité pour investir, parce que comme il disait, vu que c'était du hors-site, on a besoin d'investir dans des capacités de production et dans la capacité humaine, et de recruter aussi des ingénieurs pour pouvoir faire l'étude et tout. Donc en effet, il faut de la visibilité. Après, je pense que depuis le lancement de la RE 2020, on a quand même un marché qui est en évolution, qui nous a permis déjà de tous grossir un peu. Maintenant, il faut passer l'étape supplémentaire pour devenir des vrais gros industriels de la construction bois et des majors de la construction bois. Alors on viendra, je vais vous demander comment vous essayez de passer l'étape suivante. Mais Xavier, pareil, sur la faisabilité, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt? Si on regarde effectivement le tissu d'entreprise, la dernière enquête nationale, bon, c'est des chiffres 2022, mais on a à peu près 2000 entreprises de tailles différentes. La moitié sont plutôt en dessous de 10 salariés, mais on a aussi des entreprises un peu plus de taille moyenne et de plus de 20 salariés. On a des filiales d'entreprises générales aussi qui contribuent à aussi cet effort. Et après, il y a tout un tissu d'entreprises qui fournissent. Il ne faut pas oublier tout l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a les produits d'ingénierie, les sièges, la maîtrise d'œuvre, donc les architectes, les bureaux d'études qui sont au service de cet écosystème. Et donc, fin 2022, pour ces entreprises, elles se disaient, on va dire, pour un tiers prêtes à investir et pour plus de 60% prêtes à embaucher. Donc la question derrière, est-ce qu'on en est toujours là ? Probablement que la situation actuelle du marché est un peu compliquée, mais enfin, si on regarde l'Observatoire francilien de la construction bois, entre 2022, qui n'était pas une année terrible, et 2023, il y a eu un effet très fort d'accélération, et certainement par les projets des JO, mais la filière a montré sa capacité à absorber ces grands projets. Maintenant, l'idée, c'est pas que aller vers ces grands projets. La filière, c'est 67%, c'est de l'ossature bois. Est-ce qu'on n'est pas capable de concentrer les efforts de production et de collaborer plus pour que l'outil productif soit au service de façades ossature bois sur des constructions béton pour rééquilibrer un peu ces parts de marché, de petits collectifs en ossature bois, et tout ça avec des investissements qui derrière permettent de monter des bois d'ingénierie à un niveau un peu plus important. Certes, ce ne sont pas les mêmes investissements qui sont faits en Europe du Nord et en Allemagne-Autriche, mais quand même, ces dernières années, on a quand même des entreprises intéressantes. Je pense à Thébault, qui est un acteur naissant du LVL qui n'existait pas, mais il y en a d'autres, il y a du CLT, il y a aussi des modernisations de scierie qui sont très importantes. Tout le monde a son rôle à jouer dans cette montée en puissance. Tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde en a pris conscience et tout le monde veut aller plus loin, c'est ça? Si je résume,
pour être optimiste. J'ai envie d'être optimiste. En fait, il y a des investissements qui ont déjà été faits. Hier, Charmossature était avec vous. Ils ont déjà doublé leur capacité de production. Donc eux, ils ont décidé que de produire. Ils ne posent pas. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont un outil performant. Ils développent leur capacité de production, ils les mettent au service d'autres entreprises poseurs. Donc ça peut amener de l'efficacité. Bien sûr, le hors-site, c'est du 2D, c'est aussi du 3D. Donc on a des entreprises en capacité de faire quelques centaines de modules pour les entreprises classiques avec un site, jusqu'à des milliers de modules pour des entreprises un peu plus conséquentes. Et puis l'ossature 2D, un atelier, on va démarrer à 20 000 m² et en multisite, on peut monter à 100 000 m² ou avec des usines très productives. Donc en fait, si on regarde vraiment la capacité, on peut peut-être augmenter cette efficacité dans les usines. J'ai eu la chance l'année dernière de consulter les entreprises du hors-site. Elles nous ont dit, entre guillemets, dans leur meilleure année de production, elles ont atteint 70% de leur capacité de production. Donc il y a une capacité. Il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge, il y a encore du travail d'efficacité à faire et plus de collaboration à trouver. Mais c'est aussi se connaître. Ça commence par là. Donc c'est vrai que la démarche de Mètre Cube, qui date un peu, mais est très intéressante à regarder, puisque cette collaboration entre entreprises, se connaître, travailler ensemble, développer, ça c'est des choses qui sont plutôt nouvelles. Le travail collaboratif doit se développer. Je vous donne la parole après, vous allez nous parler de votre modèle, mais je voudrais avant, aujourd'hui, mardi à 15 h, notre nouveau Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale. Il y aura peut-être une place pour le logement et peut-être une place pour la construction, nous verrons. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une nouvelle équipe et qu'est-ce que vous attendez pour que, justement, on arrive à passer le cap, à aller plus loin, quoi, tout simplement? Ce que l'on attend déjà, c'est une politique qui soit favorable à la construction. On est dans une période quand même compliquée aujourd'hui, notamment sur le logement, donc il faut qu'il y ait des outils, des leviers pour redynamiser la construction, et on a besoin de logements en France. On a besoin d'être assuré que ce nouveau gouvernement maintiendra les objectifs des gouvernements précédents concernant la RE 2020 et sa trajectoire calendaire, donc l'entrée en vigueur du seuil 2025 au 1er janvier comme cela a été prévu. Voilà, ça fait partie des choses importantes. Partie de choses extrêmement importantes pour une nouvelle fois avoir cette visibilité, cette trajectoire pour les entreprises. C'est l'adaptation de leur outil de production, ce sont les investissements, c'est le fait aussi dans les entreprises de garder les compétences. Aujourd'hui, on voit malheureusement des entreprises qui sont obligées par la baisse d'activité de se séparer de certains collaborateurs, donc c'est des talents qui quittent l'entreprise. Et demain, il faudra retrouver ces talents. Donc vraiment, du gouvernement, c'est ce que l'on attend. Ça, c'est un volet, on va dire, inhérent à la construction. Spécifiquement sur notre filière, on a aussi besoin de l'assurance, de maintien, de levier, d'aide aux entreprises pour investir. On a eu un certain nombre d'appels à projets successifs pour augmenter les capacités de production, les diversifier, les adapter à ce besoin de volume qui se profile. On avait un appel à projet en cours qui devait avoir deux relèves, une en juin-juillet qui a été faite et une autre à l'automne. Celle de l'automne ne se fera pas. Et aujourd'hui, on n'a pas d'assurance que, comme cela a été prévu initialement par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du précédent gouvernement, on devait avoir une enveloppe de 200 millions d'euros pendant 5 ans pour justement soutenir les entreprises au travers d'appels à projets. Aujourd'hui, à ce stade, on ne sait pas du tout ce que l'on aura pour 2025. Et on entend parler d'économie, donc on verra comment vous intervenez, vous, quel type de lobbying vous faites auprès de... Mais là, c'est l'ensemble de la filière, des organisations professionnelles de la filière qui montrent et qui démontrent ce besoin et ce que nos entreprises ont aussi dans les cartons en projet d'investissement. Et ça va, l'aval de la filière vue par les pouvoirs publics, ça démarre vraiment à la première transformation, à la scierie. Donc augmenter les capacités des scieries, notamment sur le séchage, parce qu'on a encore, malgré beaucoup d'efforts qui ont été faits, besoin de plus de volume de bois prêts à être utilisés par nos entreprises, donc notamment des bois séchés, qui était un petit peu un talon d'Achille jusqu'alors, jusqu'à nos entreprises de transformation de construction. Donc il faut véritablement
pouvoir auprès d'eux maintenir cette pression. Donc on le fait au niveau des OP, on évoquait le CSF qui travaille également. Et puis ce que l'on fait, ce que l'on avait fait pour l'appel à projet 2024, enfin millésime 2024, c'est que l'on travaille donc à la fois avec l'ADEME qui est l'opérateur et puis avec les ministères et l'administration centrale pour calibrer le plus correctement possible les exigences de cet appel à projet. Que ce soit aussi facile pour les entreprises. Ça reste encore lourd, peut-être trop lourd, administrativement notamment, mais il faut que ce soit le plus efficient possible. Facile pour les entreprises, donc je me tourne vers les entreprises. Sur cet aspect appel à projet, est-ce que c'est important pour vous? Et après, vous allez nous expliquer votre modèle et pourquoi nous dire pourquoi vous pensez que ce modèle est une solution pour aller plus loin. Alors sur la partie appel à projet, oui c'est important pour investir comme on a dit, et puis on est récent lauréat d'un appel à projet hors site, multisite, où on a une vision de développer un bureau de recherche et développement chez Mètre Cube pour servir ces 7 sites de production. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ADEME va nous soutenir. Donc oui c'est important parce qu'on a encore, en tant que PME, avec tous les bois nouvelle ingénierie qui arrive, on a encore beaucoup d'idées, nous, à développer le hors-site pour pouvoir augmenter la capacité de production. Par rapport à la capacité de production, depuis qu'on a créé Mètre Cube en 2017, tous ces référents régionaux ont pu doubler leur capacité de production du fait des projets Mètre Cube où on a pu proposer plus de bois, plus de matières biosociaux au mètre carré qui était demandé au programme. Donc ça veut dire que sur certains projets qui étaient demandés en béton, nous on a pu réussir à les décrocher en bois, et donc c'est aussi un levier. C'est de répondre en bois et de convaincre le client qu'on maîtrise, on sait faire pour pouvoir augmenter la part de marché. Votre objectif, hein, c'est d'être un major, on va dire, de la construction bois. Oui, on a beaucoup de maçons, de nos amis maçons, qui sont créés entreprise générale parce que la structure de base était en béton, et donc ont permis de grossir via l'entreprise générale, puisqu'on fait de la marge sur d'autres lots, les lots secondaires et les lots techniques. Et donc ça leur a permis d'investir, de grossir. Nous on a un peu la même vision. On se dit que pour pouvoir investir et d'avoir la capacité financière plus importante, on va faire l'entreprise générale, faire un peu de marge sur des lots techniques et aussi promouvoir notre savoir-faire aux clients directement pour augmenter notre production. Donc pour vous, là, la prochaine étape, hein, c'est cet appel à projet avec la création d'un centre de recherche, c'est ça? Oui. Et ça, c'est important? Oui, c'est important. Pour aller plus loin. Hein, c'est important parce que donc on a créé Mètre Cube dans une idée de collaboration et de mise en commun de nos moyens, sauf que finalement on n'avait pas aussi de centre névralgique pour aller chercher les infos chez les uns et chez les autres, parce qu'on est tous pris par notre quotidien et par notre développement, on est tous en pleine croissance. Donc du coup, l'idée de créer un labo R&D chez Mètre Cube, c'est d'aller aussi chercher déjà ce qui se fait chez les différents membres de Mètre Cube, de les mettre en commun, de les confronter et de les améliorer pour pouvoir proposer vraiment des solutions hors site communes qui soient pertinentes économiquement et techniquement. Cette approche en groupement, hein, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez conserver, ou est-ce qu'un jour vous imaginez fusionner tous ensemble pour aller faire quelque chose de plus important et finalement qui vous donnerait peut-être plus de capacité? En fait, on a vraiment créé cette idée-là de pouvoir apporter nos expériences communes pour faire un projet commun. Donc on veut quand même rester en partie indépendant, parce qu'on fait des projets aussi en lots séparés, qui nous apportent d'autres expériences, mais toujours dans une idée de partage. On est différents acteurs locaux répartis dans différentes régions, et en fait si ça a pu se créer aussi, c'est parce qu'on n'était pas forcément tous concurrents les uns des autres et qu'on a su se parler, et on a vu ensemble le pouvoir de grossir ensemble, tous ensemble, avec les expériences de chacun. Autre chose à ajouter sur cet aspect, on va dire, doubler nos capacités, aller plus loin. Est-ce qu'il y a des messages à porter auprès des maîtrises d'ouvrage, auprès des maîtrises d'œuvre? Alors, en effet, comme Dominique Colitino le disait, on n'est pas encore arrivé au stade où on fait du 2.8, du 3.8. Donc on a encore une grosse capacité finalement de production à mettre en œuvre si on le voulait. Après, le message que je voudrais apporter, c'est qu'on ait plus d'ingénieurs qui s'intéressent à la construction bois. Alors, on a beaucoup d'écoles généralistes qui ont ouvert une filière bois, et c'est une bonne chose. Mais par exemple, sur le CHEB, le Centre des hautes études de la construction, il y a encore 150
personnes pour le béton et que 15 cette année sur le bois. Donc on voit qu'il y a encore une grosse marge de progression Il y a une sur marge les de études. progression. Il faudrait inverser. Il faudrait réinverser pour aussi nous donner aussi cette capacité d'ingénierie pour pouvoir produire, parce que encore une fois c'est du hors site, donc ça demande plus d'études et donc plus d'études, plus d'ingénieurs pour pouvoir mettre ça en œuvre. Donc appel aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, construction les bois. architectes, les maîtrises d'œuvre à s'intéresser plus à la construction bois, parce qu'il y a encore beaucoup de solutions à faire, et même aussi à pérenniser les solutions qu'on développe actuellement, quoi. Sur cet aspect formation et besoin de manœuvre, de force vive. Ça c'est quelque chose qui est crucial. Là aussi, on développe un certain nombre d'outils au niveau de la filière, et notamment la démarche de la responsabilité sociétale des organisations, donc la responsabilité sociétale de la filière. Et aujourd'hui, on a des jeunes générations qui cherchent du sens, à donner du sens à ce qu'ils font, et c'est de pouvoir mettre en exergue tout ce que constitue la filière forêt-bois française, et que véritablement, lorsqu'on est acteur, quel que soit le maillon, mais notamment dans celui qui nous intéresse, qui est celui de la construction et des produits de construction bois, eh bien, les jeunes peuvent considérer qu'ils ont un métier qui fait sens en termes d'environnement, parce qu'ils travaillent à cet acte de décarbonation de la société. Donc c'est important, c'est un message, on va dire, positif. Tout à fait. Je vais vous demander à tous les trois une petite conclusion, alors soit un message, soit un message aux entreprises ou à d'autres juste pour aller plus loin. Ouais, le message très simple à mon sens, c'est de pouvoir dire à tous les acteurs de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre que la filière est prête. Les acteurs sont prêts. On a encore des marges de manœuvre d'évolution sur le côté capacitaire, sur certaines harmonisations réglementaires également, mais d'une manière générale, on peut dire, et je clame haut et fort, que la filière est prête. La filière est prête. Est-ce qu'on a la ressource, Xavier? La ressource, les études montrent qu'elle est mobilisable, donc c'est pas uniquement de la ressource bois. Si on regarde la ressource bois, les études sont là, on ne prélève que 60% de l'accroissement annuel. La forêt s'est beaucoup développée, en tout cas en France, depuis des années. Donc la ressource bois, on l'a. Ensuite, il y a une transformation. Donc les scieries, on sait que ça baisse un peu, donc il faut qu'elles se modernisent. Il faut peut-être qu'effectivement, il y ait une nouvelle génération qui s'empare de ce sujet-là. Puis après, on monte vers l'industrie, les produits d'ingénierie bois. On a quelques projets qui nous donnent confiance. Et puis ensuite, il y a les entreprises qui doivent effectivement continuer leurs investissements dans la construction préfabriquée, hors site, 2D, 3D. Et je dirais que avec un peu plus de collaboration aidée par le digital, si on trouve les leviers d'efficacité tous ensemble, la filière effectivement est prête. Par contre, gardons le cap de la RE 2020, ne changeons rien à ça. Et n'oublions pas que la forêt elle-même capte 7% de nos émissions de gaz à effet de serre et elle est déjà en danger par rapport au changement climatique. Donc l'objectif final, c'est vraiment d'arriver à, c'est pas doubler pour doubler, c'est doubler pour avoir un impact sur la neutralité carbone. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le cercle vertueux. Vous avez le mot de la fin? Oui, un message aux maîtrises d'ouvrage et à l'État, en effet, que je pense que la filière est prête. On a beaucoup réfléchi ces dernières années comment faire évoluer nos entreprises de construction bois, et je pense qu'on a des sociétés qui s'industrialisent et qu'on est prêt à répondre à la demande, et en effet que nous, la RE 2020 elle est largement atteignable, on fait déjà des seuils 2028, des seuils 2030 sur certains projets qu'on livre, donc il n'y a aucun souci là-dessus, sans vraiment surcoût, même comparé à des bâtiments béton. Voilà. Écoutez messieurs, merci de venir, d'être venus sur le plateau de Bâti Journal pour nous faire un état des lieux et surtout pour nous montrer comment la construction bois peut aller plus loin. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site du Codifab, notre partenaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.